Tout le monde, je suis Sue Anne McDonald, donc j'ai le grand bonheur comme chercheuse principale de ce beau projet de enfin lancer notre cadre de référence de formation et de réflexion avec vous. Et aujourd'hui, on a plusieurs membres de l'équipe qui sont avec nous. Donc, à tour de rôle, on va chacun présenter une petite partie de notre histoire commune les derniers 18-24 mois. Ça fait longtemps quand même depuis qu'on a démarré ce projet. Donc, ici, juste un petit diapo pour se rappeler qui est avec nous dans cette équipe de recherche. Et aujourd'hui, on a les membres de l'équipe de Cowordo, donc Eric, Marie-Ève et Noémie, avec nous, mais aussi des co-chercheuses, les deux Emmanuel, je les nomme comme ça, Emmanuel Larocque et Emmanuel Coury, qui ont participé vraiment à la démarche des CDP en nous produisant du contenu thématique. Donc, on va avoir le bonheur tantôt dans la deuxième partie de la présentation de faire une table ronde sur les CDP. Donc, Eric va tellement vite avec les diapos que Je voilà. m'excuse, je peux revenir en Non, arrière. c'est bon. C'est bon. Ah oui, non, mais en fait, je voulais juste aussi nommer que ce projet, en fait, c'était vraiment en collaboration avec le CREMIS, le Centre R, l'Ordre professionnel, Une seule santé de l'Université de Montréal et Récif pour les intervenants sociaux qui sont avec nous. Donc, et c'est aussi financé dans le cadre des travaux INSPQ sur les changements climatiques pour les formations professionnelles dans le cadre du plan pour une économie verte. Donc, il faut que je nomme ça. Voilà, maintenant on peut continuer. Merci Eric, t'es juste comme trop efficace. Je vais pogner le Ah, beat. oui, alors vraiment, il faut le dire, là, je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous avez déjà un intérêt pour tout ce qui est l'intervention sociale, vraiment à l'aube des changements climatiques, comment ça transforme les pratiques et les situations actuellement sur le terrain. Et puis nous, dans ce projet, on reconnaît le fait qu'en fait, les changements climatiques est vraiment l'un des plus gros défis du 20e siècle, qui représente évidemment un important enjeu écologique, mais aussi social. Et c'est là d'où vient tout le sens de notre projet. On sait très bien que les effets sociaux, environnementaux, sanitaires, économiques et politiques des changements climatiques sont complexes et interpellent directement les intervenants sociaux du réseau public, communautaire et humanitaire, puisque c'est il et elle qui travaillent directement avec les communautés les plus affectées par ces changements. Donc, nous vivons aujourd'hui, si vous êtes à Montréal, à Géojargué, il y a la canicule aujourd'hui, il fait extrêmement chaud. Et ces événements-là, météorologiques extrêmes, sont de plus en plus fréquents. Et ça affecte évidemment les populations qui sont plus marginalisées là d'une façon extrêmement importante. Donc, nous savons très bien que les changements climatiques s'amplifient avec les aléas de plus en plus fréquents et intenses, les chaleurs accablantes, les feux de forêt les plus intenses, les tempêtes. Donc, et que ces conséquences affectent vraiment certains groupes sociaux de manière disproportionnée ou démesurée. Or, les intervenants sociaux sont souvent très démunis devant l'ampleur des enjeux, même s'il faut répondre sur le terrain. Donc, le but de ce projet, c'était vraiment de soutenir le développement des habiletés d'analyse et de compétences d'intervention pour atténuer les enjeux sociaux et de santé liés au changement climatique. Nous avons, pour le faire, on avait déployé une étude de besoins et ensuite une formation continue via des communautés de pratique. Donc, on va vous expliquer ça un peu plus tard dans la présentation. Et ici, on a mis un peu les trois objectifs, donc vraiment d'accroître les connaissances des intervenants sociaux sur les interrelations entre les changements climatiques, les facteurs de vulnérabilité et de protection et la santé des populations à risque, de renforcer les connaissances des pratiques novatrices en matière d'atténuation, d'adaptation et de prévention d'enjeux sociaux et de santé liés au changement climatique et de définir les enjeux de santé sociaux associés au changement climatique. Je vais vite et puis je coupe un peu mes notes parce qu'il y a plein de monde qui doit présenter après moi. Donc, l'idée du cadre est vraiment d'offrir un cadre de formation, de réflexion pour offrir un guide complet qui est comme prêt à l'emploi, un peu comme une clé en main d'un cadre que si on voulait mettre sur pied des communautés de pratique dans d'autres instances, dans d'autres milieux, que ça soit un peu ce cadre-là autoportant. Donc, on pourrait le déployer dans nos milieux si on voulait, avec du contenu, la structure, des questions de réflexion.
Donc, vraiment, le guide qu'on va vous présenter tantôt, c'est vraiment d'offrir aussi une structure flexible afin que chaque groupe ou communauté puisse l'adapter à ses besoins spécifiques et à son contexte d'intervention. L'idée qu'on avait eue de départ, c'était vraiment inspiré de l'idée d'un train the trainer guide, donc une formation pour les formateurs, comme je disais, offrir un genre de cadre qui est comme une clé en main qu'on peut déployer dans différents milieux avec tous les éléments nécessaires. Et on peut aussi en choisir des thématiques. Hein. C'est pas, même si on offre ça comme un guide prêt à déployer, on pourrait aussi, et vous allez voir avec le contenu, on peut mobiliser aussi différentes parties. Donc, et la raison aussi, je l'avais sauté rapidement, dans nos projets antérieurs, on avait aussi vraiment entendu les personnes intervenantes sociales nous dire que on a besoin de créer des espaces d'échange, du partage d'expériences, de partage de pratiques, parce que parfois on se sent très isolé dans notre travail, aussi parfois très impuissant face aux gros enjeux collectifs comme ça, comme les changements climatiques qui influencent et façonnent les pratiques. Donc, l'idée aussi, c'est de créer cet espace-là de réflexion pour la co-construction et l'appropriation contextualisée des contenus, que ça peut agir comme un levier pour un apprentissage collaboratif durable et une amélioration continue des pratiques professionnelles. Puis, c'était vraiment en réponse à c'est ça, des projets antérieurs, des données antérieures qu'on avait découvertes dans le cadre d'autres projets. Alors, bientôt, je vais passer la parole à Eric, mais donc, dans le public visé, dans ce projet, on allait vraiment au sens large. Quand je dis personnes intervenantes sociales, ce n'est pas que des travailleurs sociaux, des travailleurs sociaux, mais c'est vraiment au sens large intervenantes sociales. Donc, on visait vraiment autant le milieu public, communautaire, humanitaire, toute personne intervenante sociale qui se sent vraiment interpellée par les enjeux, qui travaille auprès de tout public, dont des communautés marginalisées et vulnérabilisées par les changements climatiques. Donc voilà, je vais passer la parole à Eric maintenant. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Éric Rioux, anciennement travailleur social, maintenant je travaille dans le domaine de l'itinérance aussi au Centre-Sud. J'ai accompagné Swan dans un projet de recherche précédent qui portait aussi sur les enjeux climatiques, environnementaux. J'ai fait ma maîtrise sur le sujet. Puis j'ai accompagné Swan aussi dès le départ là, dans ce projet-là avec l'INSPQ. Donc c'est ça. Je vais présenter un peu là, qu'est-ce qu'on a fait comme projet. Donc, c'est quoi une communauté de pratique en tant que telle? Pas mal sûr que la plupart des personnes qui participent en ce moment à la rencontre, vous avez déjà entendu parler de c'est quoi une communauté de pratique, mais spécifiquement, ça se rejoint autour de trois dimensions, donc autour d'un domaine, un domaine d'intérêt commun ou d'une problématique partagée ou encore d'un domaine de passion. Donc ça, ici, c'est la dimension du domaine. Ensuite, on a bon la communauté. Ici, quand on parle de communauté, on parle d'un groupe spécifique qui va avoir comme une identité ou des éléments communs là, qui les permettent de se rapprocher. Et ensuite, la pratique, dans le sens que le but finalement ultime des communautés de pratique, ben, c'est de discuter de la pratique et d'en venir à des nouveaux éléments. Puis pour nous, ben en fait, c'est là que prend tout le sens la communauté de pratique dans le cadre du projet avec les NSPQ, parce que, comme Swan disait, euh, dans le précédent projet de recherche qu'on avait mené, c'était vraiment des espaces de discussion, des espaces de réflexion qui semblaient ressortir de nos données, puis que les personnes sur le terrain demandaient. Donc, c'est un peu en partant de ça qu'on a bâti notre présent projet qu'on vous présente aujourd'hui. Puis bon, l'INSPQ, ce qui était la demande aussi, c'était de créer une formation. Par contre, avec une formation, souvent, c'est que ben c'est quelque chose qui se donne dans un temps, un moment précis, puis après ça, les personnes qui n'ont pas suivi la formation peuvent pas avoir nécessairement accès aux connaissances.
Tandis que puis aussi dans une formation, souvent c'est quelque chose qui est très magistral, qui descend d'en haut et qu'on descend aux personnes apprenantes. Dans le cas d'une communauté de pratique, on est dans autre chose, on est vraiment plus dans une co-construction des connaissances, à même aussi à même le terrain. Donc il y a quelque chose de plus démocratique aussi dans ce genre de construction de connaissances-là. C'est ça. Le but des communautés de pratique, ben, c'était vraiment de co-construire quelque chose. Puis, ben, le fait est aussi que sur le territoire québécois, parce que bon, c'était ça aussi notre territoire d'action, les réalités territoriales environnementales ne sont pas tous les mêmes. Donc, le fait d'avoir autant de personnes différentes, aussi, on ne pouvait pas se dire, ben, on va vous descendre de voici comment faire pour intervenir en cas de changement climatique, parce que la réalité est différente d'un territoire à l'autre. Donc, le but, c'était vraiment de construire quelque chose, de co-construire quelque chose avec les personnes qui étaient concernés là, par notre démarche. Les trois dimensions, oui, j'en ai parlé. Donc, le but d'une communauté de pratique ici, donc, c'est de répondre à des besoins d'apprentissage collectif, de réflexion critique et de développement des pratiques. C'est aussi d'apprendre les uns des autres, donc le partage, la co-construction, comme je disais, et aussi d'améliorer les pratiques dans un champ donné. Autrement dit, le but principal des communautés de pratique, ben, c'est de soutenir le développement continu des savoirs en favorisant le partage d'expériences, la reconnaissance des défis rencontrés et l'exploration de solutions. Donc, le but ultime aussi de notre démarche, ben, c'était de vous présenter le cadre de référence qu'on lance aujourd'hui d'ailleurs. Donc, comme je vous disais, autant une formation une communauté de pratique en tant que telle, ben, tu sais, ça dure dans un temps précis. Puis après ça, ben, ceux qui ont participé, on peut en bénéficier, mais toutes les autres n'ont pas accès nécessairement à ces connaissances-là. Le but, en fait, d'aujourd'hui et du cadre de référence, ben, c'est de vous donner, comme Swan disait, la clé en main. Donc, nous, on vous présente la démarche qu'on a fait, puis on vous donne des conseils pour, si jamais vous voulez les appliquer dans votre propre milieu de travail, dans votre propre milieu de pratique, ben, vous allez avoir accès à toutes ces informations-là. Alors, les avantages des communautés de pratique, ben, ça permet de contribuer à réduire l'isolement professionnel. Donc, quelque chose qu'on remarque quand même beaucoup notamment dans le réseau public pour les personnes qui interviennent dans le réseau public. Ça permet aussi de renforcer l'appartenance à une identité collective, donc de renforcer l'appartenance au sein même d'un métier, d'une profession. Puis ça peut aussi devenir des espaces de soutien mutuel, d'expérimentation, d'innovation. Finalement, en quelques mots, là, une communauté de pratique, ben, c'est vraiment un espace vivant d'apprentissage, d'engagement et de transformation. Donc voilà. Les objectifs des communautés de pratique, spécifiquement là, pour nos communautés de pratique qu'on vous présente aujourd'hui, ben, c'est d'abord d'accroître la confiance et la capacité des intervenants et intervenantes sociaux à agir sur les causes fondamentales des changements climatiques. C'est aussi de contribuer à bâtir des communautés résilientes. Puis enfin, ben, c'est de créer des espaces de réflexion et de soutien pour favoriser le développement de connaissances et pour encourager l'expérimentation et la transformation des pratiques en intervention sociale. Donc, c'est ça. Le cadre qu'on vous présente, ça se veut vraiment pas un cadre ABC, 1, 2, 3, voici comment vous devez faire, très cadré, très carré, là. Ça se veut vraiment comme une présentation qui se veut malléable, qui se veut adaptable à tout milieu. Donc voilà. Euh, donc, c'est aussi un modèle bon, je ne veux pas m'avancer sur les propos de ma collègue Noémie, là, mais elle va vous présenter le contenu spécifiquement, mais globalement, c'est un modèle qui se veut, en fait, qu'on a bâti avec des capsules vidéo, c'est-à-dire que chaque début de rencontre commençait par une capsule vidéo qui était présentée par une personne experte dans un domaine particulier. Ces capsules vidéo-là, bien évidemment, sont encore disponibles, vont être en ligne, donc vont pouvoir être consultées par la suite là, par les personnes qui désirent aller y jeter un œil. Les Emmanuel qui sont donc là aujourd'hui et moi d'ailleurs avons fait des capsules vidéo et qui vont d'ailleurs alimenter là, finalement la dernière portion de la rencontre d'aujourd'hui, là, qui est la table ronde.
Donc, c'est ça. Le but des capsules vidéo, c'était vraiment de donner une base, comme une base de connaissances à tout le monde, à toutes les personnes participantes. Par exemple, dans mon cas, pour la thématique que j'animais la thématique des perspectives écosociales. Donc, c'était vraiment de présenter globalement là, un peu mes travaux de recherche que j'avais fait dans le cadre de ma recension des écrits pour donner une base de connaissances, un peu à la même base de connaissances à tout le monde, à toutes les personnes participantes, pour qu'ensuite on aille un point de départ à la discussion, puis qu'on puisse commencer à échanger sur différentes pratiques, différentes réalités terrain, puis qu'on puisse, de ces échanges-là, puisse émerger une connaissance plus collective en co-construction, comme on disait tout à l'heure. Donc voilà, ça ressemble pas mal à ça. Ensuite, ici, donc dans les étapes, ici on retrace un peu plus l'historique en fait là, de notre projet dès le départ. Faut dire que c'est un projet, Swan, je pense que ça fait 2 ans et demi qu'on est là-dessus, c'est ça? Donc ça a duré quand même un bon moment là. Donc on a commencé d'abord, en fait c'était vraiment en 3 étapes. La première étape, on a commencé par un sondage. On voulait vraiment aller explorer, c'était quoi c'est quoi les besoins de formation chez les personnes visées, là? Donc, parce que notre public cible, je le rappelle, c'était les personnes intervenantes dans le milieu communautaire, public et humanitaire. Donc, c'était quoi leurs besoins en termes de gain de connaissances? C'est quoi les enjeux qu'ils aimeraient identifier? Bon, puis, en même temps, le sondage nous servait à la fois, oui, d'aller sonder les personnes, mais c'était aussi un lien vers l'inscription aux communautés pratiques ou du moins à la séance d'information. Donc, on avait une belle stratégie ici de recrutement. Ensuite, bon, on a commencé la deuxième étape. On commençait par bon, on dit l'onglet formation, là, mais on parle vraiment ici là, des communautés de pratique qu'on a mises en place. On a commencé par 4 groupes de communautés de pratique qui finalement, au fil des 1 an et demi, presque 2 ans de communautés de pratique, on a terminé avec 2 groupes de communautés de pratique. Ça se faisait en ligne via Teams, puis comme je disais, bon, il y avait des capsules vidéo qui étaient d'une quinzaine de minutes environ, bon, 15 à 20 minutes, qui étaient, comme je disais, vraiment un point de départ à la discussion, puis avec des questions préalablement déterminées, là, mais bon, pour ensuite parler des choses dont on avait besoin de parler. Puis ensuite, la finalité, comme je vous disais, c'est vraiment le cadre de référence, le cadre de réflexion et de formation qu'on vous présente aujourd'hui, qu'on a terminé la mise en page cette semaine, là. On est bien fiers du document qu'on a créé. C'est beau de voir le fruit, en fait, là, de tout ce temps de travail-là. Là, je vais pas trop parler, là, mais j'ai essayé d'avancer un peu. Le rôle de la personne animatrice, donc Swan et moi étions les personnes animatrices durant les communautés de pratique. Donc, voici quelques points clés à retenir. Je vous laisse lire le diapo, mais selon, pour moi, en fait, là, surtout les points clés à retenir pour une personne animatrice de communauté de pratique, ça tourne vraiment beaucoup autour de l'écoute des autres. Puis parce que bon, tu sais, pendant que tu sais, nous on partait la capsule vidéo. Pendant que la capsule vidéo partait, ben moi j'analysais bon ben qui est là aujourd'hui dans la communauté de pratique. Puis là je me rappelais ok cette personne-là travaille dans telle équipe de travail, dans tel CIUS. Elle, sa réalité ressemble un peu à ça et dans tel territoire du Québec. Fait que, tu sais, c'était quand même beaucoup un travail de mémoire. Puis je me disais, bon, comment la matière de la capsule vidéo d'aujourd'hui, comment je pourrais former une question qui pourrait être vraiment, tu sais, en anglais, ils vont dire tailored, là, qui va vraiment être taillée sur mesure pour cette personne-là, tu sais, pour aller la chercher. S'il y a une personne qui parle un peu moins, tu sais, des fois, évidemment, il y a des silences. Donc, quand il y a des silences, est-ce qu'on laisse un peu le silence aller? Parce que des fois, dans les silences, il faut se dire qu'on tu sais, on pose des grosses questions. Là, fait que, tu sais, des fois, dans les silences, il faut laisser les gens réfléchir. Mais quand le silence s'étire, ben, tu sais, quelle personne je pourrais aller chercher qui n'a pas parlé? Donc, tu sais, oui, c'est de l'écoute, mais c'est comme de l'écoute, je dirais quasiment parasociale, tu sais, de penser aux personnes qui sont là, puis de dire, bon, OK, comment qu'on... C'est vraiment de créer des liens, finalement. C'est pas juste une écoute passive, mais vraiment une écoute
suractive, là, je le dirais. Donc voilà. Donc ça ressemble un peu à ça. Je vais maintenant passer la parole à notre collègue Noémie. Puis ensuite, on va se revoir pour la table ronde. Merci, bonjour. Donc moi, je vais continuer plus sur la description de ce qui est contenu dans le cadre, puis même si Swan et Eric l'ont dit, il y aura un petit peu de redite. Mais donc, le cadre, il est vraiment, il est construit quand même de manière similaire à la présentation que vous avez eue aujourd'hui, où on a présenté tout ce qui est du contexte et des objectifs de la recherche telle qu'on l'a menée, de ce qu'est une communauté de pratique de manière générale et de nos objectifs pour le projet tel qu'on l'a fait sur les questions de changement climatique et d'intervention sociale, mais en insistant aussi sur le fait qu'on veut que le cadre il soit un outil pour pouvoir remettre en place de manière générale des communautés de pratique, qu'elles adressent ou non la question des changements climatiques pour les personnes qui seraient intéressées. Euh, et ensuite, on donne aussi du coup une description générale de comment se sont déroulées nos communautés de pratique de manière donc plus générale en parlant des blocs de séances un peu qui sont comme des séances libres, des séances avec les thématiques et ensuite les séances plus de bilan et de réflexion avec les participants. On a aussi une double page qui s'intéresse au rôle de l'animatrice, de la personne animatrice, parce que comme Eric l'a dit, pour le projet, c'était Swan et Eric qui étaient les personnes animatrices parce que c'est nous qui menions le projet et c'est ce qui nous permettait de garder le rythme dans le cadre du projet, mais on donne aussi ces conseils-là pour permettre à n'importe quelle personne qui participerait à la communauté de pratique de pouvoir prendre ce rôle, soit sur tout le long des communautés de pratique, mais c'est aussi possible que ce soit plus mouvant en fonction des appétences des participants parce que ça demande une certaine préparation pour pouvoir animer la rencontre et, euh, et une certaine capacité à pouvoir relancer les discussions. Donc, si une personne a plus de compétences ou de connaissances sur un domaine, ça peut faciliter ce rôle-là aussi. Et ensuite, on a détaillé donc séance par séance quel était le contenu, des questions de réflexion plus larges, en présentant donc les capsules vidéo de manière assez brève pour donner une première idée, et aussi une fiche synthèse thématique liée à chaque capsule et à chaque thématique qui était abordée, ce qui permet d'avoir un contenu écrit pour pouvoir peut-être avoir une première idée de est-ce que c'est une séance qui va apporter ou pas au groupe dans le cadre d'une communauté de pratique sur les changements climatiques qui serait reproduite. Et on donne aussi, donc comme c'est ici sur la diapo, la timeline qu'on a suivie, la chronologie qu'on a suivie pour nos séances, mais qui reste aussi libre. Par exemple, la séance libre et de réflexion, pour nous, elle est arrivée en séance 8, mais s'il y a un besoin de la faire avant ou s'il y a besoin d'en faire plusieurs au cours des communautés de pratique, c'est possible aussi. Et on la détaille aussi précisément sur quelles sont les activités qui ont été faites, quels sont euh, les sujets qui ont été abordés et quel type de réflexion ça a amené pour pouvoir aussi se réajuster pour le reste des communautés de pratique à venir. Et donc, peut-être juste de manière générale, chaque séance était découpée donc avec un premier tour de table de comment ça va, notamment après la première séance, donc à partir de la deuxième séance où on demandait comment ça allait et on faisait un court retour sur la séance précédente, la thématique qui était abordée, et voir si les personnes participantes en avaient refait quelque chose pendant le mois qui s'était passé, parce que chaque séance par groupe était espacée d'à peu près un mois. Donc, on demandait aux participants s'il y avait des choses qui étaient restées, qui les avaient fait réfléchir, qu'ils avaient pu remettre en pratique, s'ils avaient même partagé avec leur milieu de pratique directement. Ensuite, il y avait le moment de la capsule vidéo où on regardait tous ensemble la capsule vidéo. Et par la suite, il y avait un temps d'échange où c'était place à toute réaction, à chaud, aux réflexions, au partage d'expériences qui se prêtaient parfois, enfin qui étaient en lien parfois avec la thématique abordée, ou aussi les questionnements et les hésitations par rapport à la pratique individuelle, de savoir si c'était quelque chose qui était transférable. Et il y a eu beaucoup d'échanges entre les personnes participantes qui ont pu nourrir chaque réflexion parce que les milieux de pratique n'étaient pas les mêmes, la géographie, la
l'endroit géographique où la pratique était faite n'était pas la même non plus et les expériences étaient très différentes aussi. Et je pense que ça fait le tour. Et donc, il y a un QR code juste en dessous, pardon, qui donne accès directement au cadre de référence qui est sur le site du Crémisme et qui dirige directement sur le cadre. Oui. Et donc là, c'est plusieurs pages qu'on va peut-être passer un peu plus rapidement qui montrent des exemples de ce qui a été partagé soit dans les capsules vidéo, soit qu'on a remis, qu'on a pu mettre dans les fiches synthèse thématiques, mais qui sont toujours en lien avec les thématiques qui ont été abordées. Donc celle-ci sur l'impact sur les inégalités et les questions de changement climatique. La page suivante. Ça, c'était présenté dans le cadre de la capsule Une seule santé. Euh, Ça, c'était sur l'analyse d'une communauté et comment construire une grille d'analyse de communauté. Et donc cet outil-là, il peut être aussi retransférable par n'importe quel professionnel d'intervention qui voudrait s'en saisir. Il y a un premier schéma qui a été présenté par les personnes qui ont fait la capsule sur les éco-émotions et sur les émotions face au changement climatique. Et un autre schéma qui a été présenté dans le cadre de la capsule sur l'éducation populaire au changement climatique dans les milieux communautaires. Et maintenant, je laisse pas la parole à Marie-Ève. Merci Noémie. Donc, bonjour tout le monde. Oui, je vais animer là, la portion table ronde avec des personnes expertes. Donc, on a 3 personnes expertes aujourd'hui. Comme le disait Eric, c'est vraiment des personnes qui ont fait des capsules vidéo, donc dans le cadre des communautés de pratique. Donc, on a Eric qui s'est déjà présenté, qui va nous parler des perspectives écosociales. Il y a aussi Emmanuel Larocque, qui est professeur à l'École de travail social à l'UQO, à l'Université du Québec en Outaouais, qui, elle, va nous présenter l'arbre de la vie et Emmanuel Coury, qui est professeur à l'École de travail social à l'Université de Montréal, qui va nous présenter les pratiques contemplatives. Donc, comment ça va se dérouler? Les 3 personnes vont avoir 5 minutes chacune pour nous présenter la capsule. Puis ensuite de ça, j'ai préparé des questions aussi pour ouvrir la discussion. Puis finalement, la parole va être à vous. Donc, on va terminer cette portion-là par une période d'échange et de questions avec vous. Donc, pour ouvrir le bal, en fait, là, on va commencer par Eric. Est-ce que tu pourrais nous parler, nous dire, en fait, c'est les grandes lignes de la capsule vidéo, puis de ton expertise par rapport à cette capsule-là, puis nous dire aussi, mais pourquoi c'est important pour toi d'aborder ce sujet-là en communauté de pratique? Oui, excusez, je me prends des notes. Je vais essayer de faire ça en 5 minutes. Faites-moi des signes ou arrêtez-moi là, si je Parfait. déblatère trop. Moi, j'ai parlé des perspectives écosociales. Comme je disais tout à l'heure, dans le fond, j'ai présenté dans le cadre de cette capsule vidéo-là un peu les travaux que j'ai fait dans le cadre de mon mémoire de recension des écrits, là. Donc, évidemment, quand on écrit un mémoire, le but, c'est d'aller voir ben, qu'est-ce que dit la littérature sur un enjeu donné. En regroupant les perspectives écosociales, le but, c'est vraiment de comprendre globalement ben, comment le domaine de l'intervention sociale ou dans mon cas, le travail social s'intéresse aux enjeux liés à l'environnement, au changement climatique et la crise climatique qu'on traverse en ce moment. Donc, il y a plusieurs concepts, en fait, là, que j'ai tenté de présenter dans cette capsule vidéo-là. Je vous avertis, si vous allez la voir, ça va vite, ça gaule. Mais c'est ça, fait qu'il faut suivre. Mais donc, des concepts principaux là, qui en ressortent, je parle surtout de cette question-là de justice sociale. Et c'est pas un peu, si la crise climatique, en fait, nous amène pas un peu à revisiter cette notion-là de justice sociale qui est centrale dans le domaine du travail social notamment. Donc, je parle surtout du travail social parce que bon, c'était mon domaine c'est mon domaine disciplinaire. Donc, cette question-là de justice sociale, comment on la revisite à la lumière de ces nouveaux enjeux-là climatiques et environnementaux. Puis, à travers ça, ben, vient ces questions-là de justice environnementale, de justice climatique, de justice écologique. Euh,
Rapidement, quelques définitions. Ben, justice environnementale, c'est vraiment cette question-là de euh, pas nécessairement justice pour l'environnement, mais vraiment de justice liée à l'environnement. Par exemple, historiquement, ce concept-là de justice environnementale est né surtout dans le sud des États-Unis, quand on s'est rendu compte que les personnes issues des communautés racisées, par exemple les personnes afrodescendantes dans le sud des États-Unis, habitaient principalement proches de des terrains qui étaient pollués ou comme des dépotoirs ou des choses comme ça, donc qui faisaient en sorte que eux avaient des conséquences sur leur santé, sur leur qualité de vie. Donc, on parle ici évidemment d'une question, oui, de racisme environnemental, mais c'est aussi une question de justice environnementale. Ensuite, dans les années 90-2000, ce mouvement-là aussi, à cela s'est ajouté de la question de la justice climatique, que là, on est peut-être plus sur un enjeu plus macro-social, là, quand on pense entre les différentes nations, les différents pays. Par exemple, cette question-là de ben, les pays qui ont le plus pollué sont souvent ceux-là où il y a le moins d'effets des changements climatiques. Si on pense aux pays, mettons, membres du G7, par exemple au Canada, nous, au Canada, on a exploité on est très fort sur l'exploitation minière, on a été exploité dans d'autres pays, on a créé des enjeux climatiques, environnementaux dans d'autres pays, et c'est nous qui retirons les bénéfices de cette exploitation-là. Alors que les autres pays, eux, ben, ils se font détruire leur territoire, ça affecte leur climat. Donc, il y a vraiment cette question ici de justice climatique. Quand on parle aussi des gaz à effet de serre, ben, les pays qui ont le plus pollué sont aussi ceux qui souvent en subissent le moins de conséquences. Et les pays qu'on va dire, en développement, je dis bien des guillemets ici, là, mais les pays qui sont dits en développement veulent atteindre le même développement que les pays les mieux nantis, les pays membres du G7, par exemple. Et pour cela, ben, ils se font. En fait, c'est difficile pour eux d'atteindre ce niveau-là euh, à cause de la gestion là, finalement des énergies fossiles. Ensuite, cette question, il y a un nouveau concept, en fait, là, ben nouveau. Un concept qui s'ajoute là, par la suite, cette question-là de justice écologique qui vient reprendre ces deux éléments ici là, d'anthropocentrisme versus écocentrisme. Donc, dans les questions que je vous ai abordées précédemment, donc justice sociale, environnementale et climatique, on est vraiment dans une perspective plutôt anthropocentrique. Euh, donc, où l'humanité est plus au centre des considérations. Donc, on considère vraiment la justice vraiment basée sur l'humanité au centre des considérations de cette perspective-là. Tandis que l'écocentrisme vient vraiment revisiter cette posture-là pour venir mettre l'humanité plus sur un même pied d'égalité attends, ça c'est un pléonasme, sur un pied d'égalité avec les autres espèces du règne, oui, du règne animal, mais aussi de la nature, et on peut même intégrer, bon, on pourrait même élargir ça aux vivants et aux non-vivants. Donc, pourquoi c'est important toutes ces questions-là? Ben, évidemment, vous avez, comme Swan l'a nommé en début de rencontre, euh, les changements climatiques, les aléas climatiques ont un impact disproportionné sur les personnes qui vivent une situation de vulnérabilité ou les personnes issues de communautés marginalisées. Donc, pour les personnes qui travaillent en travail social ou en intervention sociale et qui, de facto, ont la justice sociale à cœur, ben ces événements-là, ces aléas climatiques-là, ont nécessairement un impact sur les personnes auprès de qui on intervient. Donc, c'est un peu ça l'intérêt l'intérêt de s'intéresser. Ben, c'est un peu ça l'importance de s'intéresser à ces enjeux-là, selon moi. Donc, je ne sais pas si ça fait 5 minutes, mais je vais Oui, m'arrêter là. ça fait peut-être 5 minutes 30. Donc, merci d'avoir Ouh. respecté ton temps, Eric. C'était super intéressant. Puis c'est ça, on va pouvoir, là, inquiétez-vous pas, on va pouvoir en discuter par la suite. Mais là, je laisserai la place. Je pense que la personne suivante, c'est Emmanuel Larocque pour parler de l'arbre de la vie. Merci, Marie-Ève.
Et merci aussi à Eric, ça met la table parce qu'on parle beaucoup d'approche éco-centrée là, dans ce que je vais aborder. Enchanté tout le monde. Ceux qui me connaissent, moi, je connaissais quelques personnes ici. Alors, je suis professeure à l'Université du Québec en Outaouais, mais travailleuse sociale de formation. Donc, j'ai eu la chance de travailler dans différents contextes là, psychiatriques, communautaires en Nouvelle-Zélande aussi, où j'ai découvert ce qu'on appelle le bush therapy là-bas, donc l'intervention par la nature ou le land-based aussi en travaillant en contexte avec des jeunes Maoris. Puis j'ai voulu prendre un peu ces informations-là, puis transposer ça dans ma pratique ici. Là, moi, je suis en Ontario français. Puis, ça fait quand même depuis 2012 là, qu'on a une pratique privée, qu'on mobilise beaucoup l'intervention par la nature de proximité. Donc, c'est vraiment de forger des liens avec le territoire proximal, de remettre les gens en lien avec ce territoire-là. Puis justement, en étant en Nouvelle-Zélande, en Australie, j'ai été formée en approche narrative au courant de plusieurs années. Là, j'ai eu la chance de prendre des formations avec David Epstein, Janella Bird, qui sont derrière l'approche narrative eux-mêmes. Michael White était décédé, il venait juste de décéder au fait quand j'ai commencé mes formations. Mais c'est une approche qui résonne beaucoup pour moi, en fait, parce qu'on est vraiment dans une approche non dominante, donc le pouvoir d'agir des personnes, l'agentivité, mais à la base, l'approche narrative, c'est une approche collective qui est pas vraiment su parce que souvent, on l'a un peu transposé dans une approche individuelle en Amérique du Nord, mais quand Michael White et David Epstein, qui sont tous les deux des travailleurs sociaux d'ailleurs, quand ils ont formalisé cette approche-là, ils travaillaient beaucoup avec les communautés autochtones en Australie, puis avec les populations marginalisées. Et l'arbre de la vie qui a été conceptualisé par une personne venant de l'Afrique, Nukumbe, qui était faite au fait pour donner la parole, les voix aux enfants qui avaient perdu des parents là, à la suite du crise du sida. Puis c'est vraiment une approche de collectivisation des récits. Donc à la base, c'est ça. On l'utilise peut-être de façon individuelle, mais dans ce que je veux présenter, c'est un peu de réfléchir à l'intégrer de façon un peu plus collective en lien avec l'approche d'intervention par la nature pour être capable de individuellement, mais aussi collectivement repenser nos relations au territoire, notre relation à la nature. Puis aussi, c'est vraiment d'y aller, c'est un peu une feuille de route que je vous offre là, dans ma capsule vidéo. J'ai un chapitre de livre qui va sortir éminemment là, dans le nouveau livre de Swan McDonald, qui est encore une fois clé en main. Là, donc vraiment, les questions sont là pour vous, pour que vous puissiez l'utiliser, mais surtout pour l'adapter à vos réalités. Parce que l'approche narrative demande une certaine créativité, ça demande d'être à l'écoute justement des personnes qui sont là, du territoire qui est, au sein de lequel on intervient aussi, puis d'ajuster nos questions au fait de façon très collaborative avec les gens. Donc les questions qui sont là, c'est vraiment une inspiration, mais ça va être d'être à l'écoute de ce qui émerge sur le terrain et de ce qui émerge dans la nature, dans l'environnement aussi pour ajuster les questions selon vos besoins à vous, selon ce qui émerge de façon peut-être plus intuitive et spontanée. Puis, donc, c'est ça. Moi, je l'ai utilisé dans un programme d'intervention qui s'appelle Pieds sur Terre. C'était dans le cadre de mon doctorat avec le centre de santé de l'Estrie. Donc, pas l'Estrie québécois, mais les Tri-Counties de l'Est en Ontario francophone. Donc, on avait intégré ça. Donc, chaque section de l'arbre, on l'avait appliqué dans une séance. Donc, pour amener les participants à réfléchir à cette relation-là à la nature, c'est comment ils réfléchissent le bien-être aussi en lien avec la nature. Donc, d'amener les gens à penser leur santé, leur bien-être de façon un peu plus holistique, mais en même temps de créer des récits collectifs un peu alternatifs, donc plus dans cette relation-là avec la nature, donc vraiment aller dans le relationnel versus dans toujours le cognitif, là, comme on a tendance à faire en travail social, puis d'amener le corps aussi, donc qui rejoint beaucoup les pratiques contemplatives que Emmanuel Coury va présenter. Puis à la fin de tout ça, au fait, ce qu'on veut amener les gens à faire pour être dans une posture peut-être un peu plus éco-centrée, c'est de réfléchir à comment on peut redonner à la nature aussi. Donc, dans le fil du temps, cette trajectoire-là où on chemine ensemble nous amène aussi à penser, bon, c'est quoi la réciprocité écologique, hein, qui est quand même un concept autochtone. Moi, c'est les écrits de Robin Wall Kimmerer qui m'ont beaucoup influencé là, au début quand je faisais mon doctorat, puis d'amener les groupes ou les personnes avec qui on travaille de réfléchir à une action réciproque avec la nature, puis en même temps,
ce que j'ai réalisé comme sans vouloir imposer au fait, c'est une injonction là, de redonner. Ce que j'ai remarqué, c'est que ça l'engageait les gens, ça les engageait les jeunes justement dans une action qui trouvaient eux autres qui faisait sens pour eux. Donc c'est eux autres qui la choisissaient, mais en lien avec les besoins du territoire local. Donc ils apprenaient à connaître le territoire pour apprendre à connaître ses besoins, pour mettre en place quelque chose qui résonnait, au fait, quelque chose qu'ils voulaient vraiment faire, puis qui leur permettait de se mettre en action. Donc là, ça fait une intervention qui perdure dans le temps. Donc les gens deviennent un petit peu plus attachés au territoire, sont fiers de l'action qu'ils ont faite, sont en action, sont pas juste dans l'analyse de leurs problèmes, là, sont vraiment dans leur agentivité. Puis à la base, c'est ça l'approche narrative qu'on veut, c'est de miser sur les récits collectifs, sur l'espoir, sur comment on peut avoir des récits de changement versus des récits qui sont très collapsologiques en travail en changement climatique aussi, qui peut faire peur. Donc, c'est à peu près vers ça que je voulais vous amener, puis en décrivant l'approche de nature, plus de proximité, puis en disant aussi que là, j'enseigne un cours sur l'intervention de proximité en travail social au bac. On vient de finir le premier cours, c'était incroyable. Puis les personnes étudiantes dans un travail ont mobilisé l'art de la vie là, sans que je leur demande, ils l'ont fait seuls. Puis l'application, de vivre l'application, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et très fort aussi. Donc voilà, je vous encourage à regarder la capsule et à me contacter là si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup Emmanuel. Donc, on va poursuivre avec Emmanuel Coury qui va nous présenter les pratiques contemplatives qui, oui, je pense, sont très complémentaires à ce que Emmanuel Larocque vient de présenter. Donc, Emmanuel, je te laisse la parole. 5 minutes pour toi. Merci beaucoup tout le monde. Alors, Emmanuel Coury, je suis professeure à UDM à l'École de travail social et comme Emmanuel Larocque, ma vie comme travailleuse sociale était surtout en santé mentale dans le domaine de la psychiatrie où j'étais formée, puis ça c'était le temps où on pouvait être en tant que TS, oui bien sûr, intervenir dans une perspective travail social, mais aussi avec des perspectives ou des approches qui sont maintenant au Québec reconnues comme la psychothérapie, donc la thérapie cognitivo-comportementale, l'entretien motivationnel. Et c'était le moment où les thérapies qu'on appelle de troisième vague de cognitivo-comportementale ont été développées, comme la pleine conscience, par exemple. Alors, j'étais formée dans ces approches on peut parler comme des approches dominantes, comme Emmanuel avait nommé. Et au fil du temps, en fait, vers 2016, je me suis dit, bon, il y a quelque chose peut-être qui manque. La pleine conscience me parlait beaucoup, mais il y avait quelque chose de très individualisant dans la manière qu'on travaillait. Cette approche aussi, quelque chose de très fragmenté, un peu séparé. Alors, c'est là qui a commencé un peu mon intérêt dans quelque chose, je dirais, plus connecté. Et là, Emmanuel a fait allusion à cette connexion, alors pas juste cognitive, donc notre pensée, mais aussi les sensations corporelles, plus somatiques, mais aussi émotionnelles. Et les pratiques contemplatives, je les ai découvertes il y a 7-8 ans dans leur forme actuelle. Donc, j'ai découvert le nom pratique contemplative. Et en fait, c'était une manière de travailler le développement du savoir-être. Et j'ai aussi appris à les transformer un petit peu pour travailler nos habilités d'intervention et aussi nos pédagogies, avec l'objectif de confronter les façons de faire dominants, c'est-à-dire axées sur la performance, sur l'individualité, des façons de faire qui sont façonnées aussi par le colonialisme et par d'autres rapports de pouvoir qui finalement ne nous servent pas très beaucoup et ne servent pas à notre terre, aux animaux non plus. Donc, dans la capsule vidéo, je présente qu'est-ce que c'est une pratique contemplative. Il y a beaucoup d'écriture là-dessus, surtout dans le monde anglophone. Donc, j'ai une dizaine de livres sur les pratiques et la pédagogie contemplative en français. Ça va sortir bientôt. Je vais participer à un ouvrage collectif
québécois sur les pratiques contemplatives qui s'en vient et aussi sur un article que j'espère va sortir bientôt sur un petit projet de recherche que j'ai fait par rapport à la pédagogie contemplative. Donc, je propose de penser à ces pratiques, non pas comme des pratiques individuelles ou dépolitisées, mais vraiment comme d'autres choses à mettre dans notre boîte à outils comme actes de résilience et de résistance. Donc, ce sont des pratiques intentionnelles et critiques qui sont issues de différentes traditions, des traditions spirituelles, des traditions autochtones, des traditions philosophiques aussi. Et dans le fond, ils nous invitent à ralentir, à développer une attention à soi, aux autres et aux vivants. Dans la capsule, je fais ensuite des liens aussi avec la justice climatique pour montrer comment ces pratiques peuvent soutenir une posture relationnelle. Je pense que la relationnalité a été nommée par Éric et Emmanuel aussi. Comment ça pourrait nous aider à renforcer dans notre pratique, dans notre vie, l'empathie sociale et continuer à remettre en question les rapports de pouvoir qui existent, qui sont construits et co-construits. Et les pratiques contemplatives valorisent les savoirs expérientiels et communautaires. Donc, je les aborde vraiment dans cette perspective de collectivisation. Oui, ce sont des pratiques qu'on peut faire chez nous, si on veut, mais l'idée, c'est de le faire en groupe puis en collective. Et j'aborde dans la capsule leurs effets potentiels sur la santé mentale, notamment face à l'éco-détresse, tous les éco-émotions qu'on a nommées tantôt, en soulignant leur potentiel pour soutenir un engagement. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire, d'où on veut aller. Donc, cet engagement qui peut être plus ancré et plus soutenable. Donc, je pense que je suis à 5 minutes. Je vais arrêter là, Marie-Ève. Merci.